On behalf of the General Assembly, I have the honor to... Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence Andrzej Duda, président de la République de Pologne. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Szanowny panie sekretarzu generalny. Excellence, Monsieur le Secrétaire général. Excellence, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais féliciter le président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur Mogens Lykketoft, pour son élection à cet éminent poste. Je puis vous garantir, Monsieur le Président, que la Pologne vous appuie pleinement dans vos efforts. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la paix et le droit. Voilà deux mots-clés qui nous permettent de nous rendre compte et d'apprécier Voilà les deux mots-clés qui nous permettent de nous rendre compte de l'importance des Nations Unies dans les 70 dernières années de l'histoire du monde et de l'apprécier. La paix, le droit, deux mots sans lesquels il est impossible d'imaginer la coexistence des nations, des groupes ethniques et des partisans des différentes religions. La paix, le droit, il s'agit de notions, de belles notions, importante, mais fragile, extrêmement fragile. Il s'agit de notions que nous devons chérir, que nous devons cultiver avec détermination, sans relâche. Nous, Polonais, savons très bien que la paix ne peut être prise pour acquis. Il y a moins d'un mois, il m'est revenu en tant que président de la République de Pologne de prononcer un discours lors des commémorations du 76e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale. À l'aube du 1er septembre 1939, l'invasion de l'Allemagne nazie contre ma patrie débutait. Le 17 septembre 1939, 17 jours plus tard, nous avons également été attaqués sur notre autre frontière. L'URSS a attaqué la Pologne a disparu des cartes. Cependant, nous sommes une nation fière qui n'a pas abandonné, parce que ce que nous aimons par-dessus tout, c'est la liberté, et c'est pour cela que nous nous sommes battus sans relâche aux côtés du monde libre. La Deuxième Guerre mondiale a été la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Au cours de cette guerre, toute l'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, tous les océans ont plongé dans un abysse de crimes, de barbarie, de souffrance. C'est le droit international qui a été l'une des premières victimes de la guerre à l'époque. La deuxième victime en a été les droits de l'homme, qu'il s'agisse du droit fondamental à la vie ou encore des droits des soldats en cours de combat, des droits des civils ensevelis sous les bombardements, des droits des réfugiés. L'ampleur de la terreur, de la destruction, des exactions commises à cette époque ont mis en péril la communauté internationale. Il est donc devenu nécessaire d'intensifier nos efforts afin de protéger la paix et afin de la garantir pour l'avenir. L'année 1945 marque bien plus que la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle marque également la naissance des Nations Unies. Il s'agit du mécanisme le plus fondamental de coopération pour la communauté internationale pour le bien de la paix et de la sécurité mondiale. C'est également en 1945 que des tribunaux pénaux internationaux ont été mis sur pied, et les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Enfin, les années 1940 marquent également l'adoption de deux documents essentiels, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, dont le concept a été créé en grande partie par Rafal Lemkin, polonais éminent d'origine juive, grand juriste et conférencier universitaire pressenti pour un prix Nobel de la paix. Rafal Lemkin parlait couramment 9 langues, mais
C'est le langage du droit qu'il parlait le mieux. Il a en effet remarqué qu'un mot important manquait au vocabulaire et c'est par conséquent lui qui a inventé et appliqué dans la littérature spécialisée le terme de génocide. Ce juriste polonais en avait fait l'expérience directe. En effet, quasiment toute sa famille avait été assassinée dans un camp de concentration allemand. L'accent mis sur le respect du droit international ainsi que les sanctions appliquées pour les responsables de crimes de guerre devait devenir pour nous un moyen d'empêcher tout conflit sanglant à l'avenir. Ainsi que le pape Jean-Paul II l'avait dit, la paix et le droit international sont liés étroitement l'un à l'autre. Le droit contribue à la paix. Malheureusement, on continue d'assister à la violation des traités internationaux. On continue d'ignorer les engagements solennels et de fouler aux pieds les droits de l'homme. Nous devons, sans relâche, rappeler que le droit international est une valeur fondamentale, un outil fondamental pour établir la paix dans le monde. Aucune déclaration des dirigeants du monde, aucune promesse, aucune exhortation ne pourront remplacer les conventions et les résolutions. Aucune négociation menée à huis clos ne peut mener à des violations du droit international. Tous les États doivent pouvoir jouir de façon égale des droits qui leur sont garantis et toute action allant à l'encontre des règles du droit international doivent être fermement condamnées par la communauté internationale. La Pologne, qui a été si durement touchée par la Seconde Guerre mondiale et par plus de 40 années d'oppression d'un régime communiste, est particulièrement sensible à l'utilisation de la force dans les relations entre États et au recours à l'agression armée ainsi qu'aux violations des droits de l'homme. La Pologne estime donc qu'il est de son devoir de rappeler que de telles méthodes non seulement sont immorales, mais également incompatibles avec toute notion d'humanisme. Elles sont également une forme de violation du droit international. Je voudrais donc réitérer avec force que dans une situation dans laquelle un État s'adonne à une agression, lorsqu'il mène une politique de fait accompli en employant missiles, bombes et tanks, la communauté internationale a pour obligation de rejeter ces faits et ces actions. À cet égard, il est absolument indispensable de continuer nos travaux visant à renforcer l'efficacité du Conseil de sécurité des Nations Unies, organe responsable pour la protection de la paix internationale. Il convient de rappeler encore et encore que le privilège des membres permanents découle de leur responsabilité à prendre des mesures et des actions afin de faire respecter les objectifs des Nations Unies tels que mentionnés à l'article 1 de la Charte. Ces dernières années, le droit de veto a à plusieurs reprises mené à une paralysie complète des travaux du Conseil sur les dossiers les plus importants au niveau de la sécurité. C'est pour cela que la Pologne est en faveur de la proposition de la France visant à adopter un code de procédure permettant d'empêcher le droit de veto en cas de crimes graves au titre du droit international, y compris en cas de crimes de génocide. Mesdames et messieurs, penchons-nous sur la situation du monde d'aujourd'hui, un monde en proie à tant de problèmes. Combien de millions de personnes souffrent de la guerre, des privations, de la famine, des persécutions religieuses? Pouvons-nous nous permettre de contourner les principes entérinés par la Charte des Nations Unies? Pouvons-nous nous permettre de fermer les yeux alors que les engagements pris ne sont pas honorés, alors que la loi du puissant domine, alors que l'on nous met devant les faits accomplis? Pouvons-nous passer sous silence les manipulations juridiques et les activités de propagande qui s'efforcent de justifier des actions immorales et illégales? La réponse est non. Et cela doit être la réponse apportée par toute personne et par tout dirigeant politique humain et honnête.
Le président de la République de Pologne, le professeur Kaczynski, alors qu'il s'adressait de cette tribune en 2009, avait souligné que la violation de l'intégrité territoriale des États mène toujours au conflit à l'échelle mondiale. En tant que président de la Pologne, aujourd'hui, je voudrais, au nom de mon pays, dire que nous nous opposons à un monde qui se bâtirait sur la division en zones d'influence, que nous nous opposons aux agressions menées par ceux qui poursuivent leurs propres intérêts, leurs ambitions en faisant fi du droit international et qui, par là même, mettent en péril les efforts conjoints menés par les Nations Unies au cours de 70 années. Dans notre partie de l'Europe, nous connaissons trop bien le coût de telles politiques et notamment lorsque d'autres États ne réagissent pas de façon ferme dans les premières phases d'une agression. Mesdames et messieurs, le mépris du droit international contient les graines de la guerre. Et lorsqu'une guerre éclate, il n'y a en général aucun état de droit à faire valoir sur les territoires en proie à la guerre. Nous le voyons au Moyen-Orient, là où les institutions de l'État ont été mises à rude épreuve ou tout à fait remplacées par des armées privées, par des milices terroristes ou encore par des tribunaux autoproclamés. Et voilà qui s'accompagne d'un autre défi à relever pour le monde et les Nations Unies. De plus en plus souvent, des conflits éclatent et on ne peut véritablement définir les parties au conflit car il s'agit de combats qui sont menés non pas par des États, mais par des groupes armés indéterminés. Il est difficile de distinguer les soldats des civils. Comment pouvons-nous nous adapter, comment adapter les réglementations de notre époque à ces nouvelles circonstances? Des circonstances qui ne sont pas encore tout à fait comprises par les spécialistes du droit international et de nombreux dirigeants politiques. Malheureusement, il y a un fait qui reste inchangé depuis des siècles. De par le monde, lorsque les conflits éclatent, la liberté de conscience et la liberté de religion font l'objet de pressions systématiques. Les membres des minorités religieuses et surtout les chrétiens sont exposés aux persécutions. Au Moyen-Orient, les incidents de violence contre les membres de l'Église chrétienne se multiplient de façon préoccupante. N'oublions pas le sort des communautés yézidis, peuple expulsé de sa terre natale et assassiné. La Pologne lance donc un appel à la communauté internationale pour prendre des mesures décisives afin de protéger les droits des minorités religieuses. Les conflits militaires au Moyen-Orient emportent des milliers de vies d'innocents et mettent à mal la stabilité sociale et économique de la région. Les militants de ce qui s'appelle l'État islamique pillent les musées et portent atteinte aux monuments chiites et chrétiens, font exploser les ruines d'anciennes métropoles. Fin août, nous avons été informés de la destruction du temple Baal Shamin à Palmyre, monument résultant d'une tradition de 2000 ans. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a qualifié cette attaque d'un crime de guerre, non moins. Devant de tels actes barbares, la communauté internationale doit prendre des mesures décisives afin de contrer cette pratique de destruction et de pillage du patrimoine mondial. Mesdames et messieurs, dès le début de l'existence des Nations Unies, la communauté internationale n'a depuis lors jamais été confrontée à une crise humanitaire aussi profonde que celle d'aujourd'hui. La Pologne s'efforce de renforcer le système d'aide humanitaire mondiale en favorisant la coopération entre les institutions internationales, les gouvernements et les ONG. Dans un même temps, il convient de placer davantage l'accent sur la relation entre aide humanitaire et aide au développement. Je souhaiterais à ce stade faire l'éloge de la contribution des organisations humanitaires polonaises qui apportent leur appui à ceux qui en ont besoin en construisant des écoles, des centres d'accueil, en creusant des puits, en fournissant des vêtements, des couvertures, en venant en aide aux victimes des conflits ou de catastrophes naturelles. Et je souhaiterais en cette occasion exprimer ma plus sincère gratitude à toutes ces personnes généreuses qui
viennent en aide à autrui, parfois au risque de leur propre vie. Le respect des droits de l'homme est la condition sine qua non du maintien de la paix et de la justice pour les États et les nations. Pour la Pologne, il est particulièrement indispensable de défendre la liberté de conscience et d'expression. La liberté d'expression implique une responsabilité, la responsabilité de dire la vérité. Rien n'est plus dangereux pour les relations entre nations et États que de manipuler la vérité, que de dire des mensonges et de s'adonner à des stéréotypes dégradants. C'est pour cela que la vérité, ainsi que la vérité historique, constitue un composant crucial de des relations entre États et nations. Je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur le sort de ceux qui se sont élevés en faveur de la vérité et de la liberté d'expression, qui trop souvent sont punis, emprisonnés, parfois assassinés aux mains de leurs oppresseurs. Ces personnes courageuses, les journalistes, les blogueurs qui font la lumière sur les crimes des régimes totalitaires, qui attirent l'attention sur les atrocités commises par les terroristes aux quatre coins du monde et sur la brutalité des forces de l'ordre. Nous ne pouvons oublier leur dévouement et la communauté internationale doit leur fournir une protection appropriée, protection juridique également. Et j'aborde à présent un autre groupe social que nous ne pouvons laisser pour compte lorsque nous parlons de droits de l'homme. Après les conflits, après les phénomènes de migration de masse, il s'agit des femmes, les mères, les femmes, les filles d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Ukraine. Elles ont besoin de notre attention étant donné qu'elles souffrent encore d'autant plus, 2 fois plus, une première fois lorsqu'elles perdent leur sentiment de sécurité, sachant très bien que la guerre les entoure, une deuxième fois lorsqu'elles perdent leur mari, leur père, leur frère, parfois leur fils, et parfois ne peuvent même les enterrer. Les larmes des femmes désespérées par la guerre est l'un des plus grands fléaux de l'humanité au XXIe siècle. Mesdames et messieurs, défendre la démocratie, assurer une croissance économique durable, aplanir les inégalités sociales, permettre un accès plus large à l'éducation, atténuer l'impact à long terme du changement climatique, autant d'actions qui peuvent contribuer au maintien de la paix dans le monde. Je souhaiterais, dans ce contexte, vous garantir que mon pays est prêt à participer à la réalisation des objectifs du développement durable. La Pologne a, aux côtés d'autres nations, participe aux efforts visant à atteindre un nouvel accord sur le climat. Nous pensons qu'il est indispensable d'atteindre un accord permanent dans ce domaine, un accord auquel souscriront tous les États et auquel œuvreront tous en fonction de leurs capacités. La Pologne a elle-même un palmarès impressionnant en termes de protection de l'environnement. Il suffit de dire que notre transformation économique a contribué à diminuer nos émissions de CO2 de 30% par rapport au niveau de 1990. Nous sommes prêts également à accroître notre contribution directe au maintien de la paix et de la sécurité. C'est là l'argument qui nous motive à présenter notre candidature en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Mesdames et messieurs, la Pologne garde vive à l'esprit la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et s'engage donc à coopérer activement, à mettre en place un ordre international basé sur le droit. Le droit contribue au fonctionnement efficace des sociétés qui forment nos États. Le droit contribue également à des arrangements efficaces et pacifiques entre les États eux-mêmes. Créons par conséquent un monde qui se basera sur la force du droit et non pas un monde dans lequel la force primera sur le droit. Je vous remercie. On behalf of the... Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Pologne pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je vais demander aux délégations de rester assises alors que nous saluons le président.